va falloir que je m'adapte. Moi, je suis encore dans l'ancien humour, mais là, il faut que je reprenne le dessus. Ça va venir. Tiens, tu veux que je te raconte une blague récente, une blague d'aujourd'hui? Ah ouais? Tu veux une rigolote? Tu vois le nuage là-haut? Lequel? N'importe lequel, tu vois celui-là, là, celui-là. Ah, c'est moi qui choisis? Non, non, oui, bon, tu vois ce nuage-là? Alors, c'est toi qui le... Oui, est-ce que tu vois ce nuage-là? Celui-là, oui. Oui. Dis-moi, Ouais. on dirait pas du coton? Il est con. Non, réponds. Réponds, il faut que tu répondes. Ah. On dirait pas du coton? Alors, si c'est celui-là qu'on a choisi, non. Si, Si? mais c'est pas l'important. Si. Non, bon, Ouais. arrête. Bon, je recommence. Laisse tomber. Ah, pas. Bon, on reprend. Et dis donc, Oui. tu vois le nuage là-bas? Là, on reprend le même nuage. Oui, Ah, c'est la même blague. On D'accord. reprend le même nuage. Oui. Ok. Oui. Tu vois le nuage là-bas? Le même? Je vais... Parce que comme elle a raté sur celui-là, je vais prendre celui... Est-ce qu'on peut prendre On le... prend le nuage qu'on veut. D'accord. Alors, tant que c'est un nuage, tu vois ce nuage-là? Celui-là? Oui. Ok. Eh ben, on dirait quelle matière, pareil. Non, arrête. Attends, j'ai pas fait la blague, là. Bon, je recommence. Putain. Alors, tu gâches, là. Tu vois le nuage, là-haut? Oui. On dirait quelle matière? On dirait une sorte de tissu, mais Non, un peu... du coton. Celui-là? Oui, mais c'est pas grave si c'est du coton, puis c'est tout. Ça y est, tu m'as gâché la blague, là. Je peux plus faire la fin de la blague. Qu'est-ce que tu veux? Oh là là. Excuse-moi. Ben, excuse-moi, tu me demandes de faire des blagues et après tu changes les matières. Non, au moi dernier moment. j'ai pas demandé. Moi, c'est toi qui m'as dit. Moi, je suis dans l'ancien humour, m'allait très bien. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 39. Cette semaine émission Crime, délit et conviction. Seul le crime paie, aucun remords pour nos péchés. Vous nous connaissez, on est assez bestial pour de la monnaie. Et n'aimant que manier l'acier pour des billets. Ici t'entends, seul le crime paie. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, une émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris à cette citation d'une chanson de... Je sais plus ce que c'est, mais je sais ce que c'est. C'est Lunatique. Oui, voilà, Lunatique. Voilà, donc nous allons parler ça doit être en 95 ou 16, Ouais, soit sur la c'est- compile Hostile, probablement sur le premier volume de la compile Hostile, soit sur Hostile, soit sur L432. Voilà. Voilà. Je me demande si c'est pas sur Hostile. C'est mon expert hip-hop. Un érudit. Exactement. Donc, Criminelli, car nous parlerons ce soir d'un doublé de Kiyoshi Kurosawa qui est arrivé dans les salles françaises Shime et Cloud, deux films de 2024 qui parviennent chez nous, avant un troisième qui sortira au début de l'été. Ensuite, nous parlerons de Sauf qui peut, film documentaire de Alex Poukin. Et enfin, nous finirons par The Phoenician Scheme, le nouveau film de Wes Anderson. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Qui a un t-shirt extrêmement grossier où c'est marqué Fuck you. Fuck you. Ouais, c'est sur les Fucus. Ah d'accord, c'est les Le Fucus. Fucus You. Ah d'accord, autant pour moi. Et donc à la mise en C'est scène un de cette... petit Fucus. Ah, Un Fucus You. Ah. Un Fucus You. il est mini quoi. Un mini Fucus. Un peu comme des bonsaïs. Voilà. Et donc à la mise en scène de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, agenda local pour commencer. Le film du dimanche soir, donc le dernier en date, c'était dimanche dernier. C'était Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et c'était vachement bien. Un plaisir toujours incommensurable à voir et à revoir. C'était impeccable. Et donc, pour continuer sur cette lancée, malheureusement, on n'a pas enchaîné directement à la suite. Ça aurait été bien. Hein. Mais donc, une nuit Indiana Jones. exactement. Enfin, une nuit. La trilogie, quoi. Donc, le 29 juin prochain, ce sera Indiana Jones
Et le Temple Maudit. Oui, The Temple of le Doom. Temple Maudit. Oui, C'est bien ça. j'avais le titre anglais en tête. Le Temple Maudit du crâne de cristal. Exactement, c'est ça. Avec le calendrier de la destinée. Donc voilà, le 29 juin à 20h aussi, ça va être super. Amenez vos enfants. Hein. Plus ils sont en bas âge, mieux c'est. Il y aura du cœur arraché, du sacrifice humain. C'est ça. Mais c'est nos cœurs. Et des surtout petits qui gâteaux, sont et des saignés. petits gâteaux secs. Exactement, ça va être super bien. Sinon, ce week-end à l'Arvor, vendredi et samedi, en partenariat avec Revers. Donc, c'est Mosco Lévy Boucault, réalisateur de documentaires, notamment sur les retraites de la fraction Armée Rouge et compagnie, qui sera là pour une carte blanche donc, sur ces 2 jours. Et le 15, dimanche 15, oui, pour la fête des pères, donc ce sera Eraserhead de David Lynch qui passera. Et pourquoi pas. Ah, c'est les programmations d'Antonin, ça le fait rire. Voilà, écoutez. C'est dans le thème. Hein. Exactement, c'est exactement dans le thème. Ça le fait rire. Ah, Toujours prêt pour un bon mot. Et lundi, il y aura donc le documentaire Personne n'y comprend rien, dont on a parlé ici il y a quelques semaines, et qui sera en présence du réalisateur Yannick Kergouët. Voilà, allez le voir, c'est formidable. Agenda national, sinon demain sort Life of Chuck de Mike Flanagan, qu'on connaît principalement pour ses séries télévisées, qui donc adapte Stephen King. Qui est un peu l'adaptateur officiel quasiment de Stephen King aujourd'hui. Excellent retour. Après Mick Garris avant qui s'occupait de ça, mais effectivement, excellent retour. Meilleur réalisateur que Mick Garris quand même. Je pense. Meilleur réalisateur. Effectivement, excellent retour. Pourtant, la bande-annonce donne pas du tout envie. Et pourquoi pas, à vérifier. Sinon, il y a le film live action Dragon, d'après le dessin animé Dragon, avec par le même metteur en scène, même compositeur. Gérard Butler reprend le rôle du père, donc ça c'est au moins un point positif. Et exactement les mêmes designs et visiblement les mêmes plans dans la bande-annonce que dans le. Ça n'a, je vois. Là vraiment. Ça me laisse sans voix. D'un film qui a 10 ans. Bah, oui, non mais voilà, c'est-à-dire qu'ils en sont à faire des versions live de films d'animation des 10 ans. Donc j'attends la version live de Toy Story 3. Pourquoi 4 pas. Les Indestructibles, voilà, peut-être. Les Indestructibles de 2, en live. Ouais. Avec des acteurs sur fond vert. Ouais, ça commence à devenir. Ça, je sais pas, j'ai le sentiment que ça tourne légèrement en rond. Légèrement. C'est un peu l'impression que ça donne. Voilà, oui. Voilà. On sent qu'il y a une petite perte de créativité, d'inspiration. Perte de créativité. Ouais. À propos de manque de créativité, une comédie française sort demain, donc c'est bientôt l'été, donc une comédie de vacances qui s'appelle Vacances forcées avec Clovis Cornillac, Laurent Stocker et Horatica. Je passe. Voilà. Sinon, Thomas N'Gijol quitte stricto sensu la comédie, mais son précédent long métrage comme metteur en scène Fraté annonçait un peu ça. Un polar donc, qui se passe à Yaoundé, où il joue aussi le rôle principal, qui s'appelle Indomptable et qui était à Cannes hors compétition cette année. Ça m'intrigue, pourquoi pas. Qui a l'air pas trop dégueu. Sinon, il y a un polar indien, Sister Midnight de Karan Kandari, sur une zouze qu'on a ras-le-bol qu'on lui foute la misère et qui va les foutre la misère à tout le monde. Et ça a l'air plutôt chouette. Sinon, il y a un documentaire, Les mots qu'elles eurent un jour, sur les résistantes du FLN durant la guerre d'Algérie, en fait, qui ont été libérées. Un réalisateur avait recueilli leurs paroles à la sortie de prison, mais les bandes sonores ont été oubliées. Et en fait, un autre metteur en scène va les revoir, donc 50 ans après, pour leur faire parler en fait sur ces images et de leur expérience en tant que résistante. Ça a l'air très chouette. Sinon, il y a toute une palanquée de ressorties de films de Bo Widerberg et de Rainer Werner Fassbinder. J'espère qu'on en aura une partie chez nous, histoire de rigoler un peu quand même. Il y a 18 films de Fassbinder qui ressortent, ce qui est la moitié de sa filmo. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et sinon, toujours pour vous les mélomanes, c'est le 25e anniversaire, Johnny, le concert de la Tour Eiffel qui sort en salle. Ouais. Ça vous intéresse un peu? Il est pas mort. Johnny, il est mort en 2017. Ah oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Oui. Il est mort en 2007 à l'âge de 74 ans. Eddie Mitchell est toujours vivant. Jacques Dutronc est toujours vivant, mais il a cassé sa pipe, Johnny. Oui. Obsèques nationales, tout ça. Ah mais oui, c'est vrai. Moto. Oui. Il n'était pas belge? Si. Oui, mais il avait la nationalité française, il avait la double. Ah, d'accord. Jean-Philippe Smet. Ah ouais. Voilà. Il a joué dans des films, non? Ben oui. Oui, c'est ça, il a joué dans des films. Le spécialiste de Corbucci, L'aventure c'est l'aventure, Les Rivières pourpres 2. Et il faisait pas le double dans les boîtes de nuit d'un autre chanteur qui s'appelait Johnny Hallyday. Exactement. Voilà.
J'imagine que ça sera plein, oui. J'imagine que ça sera Ouais. plein et que tous les Johnny Zoos viendront. Alors qu'ils ont déjà le live en DVD, mais. Voilà, moi ça m'ennuie parfaitement, mais bon, écoute, après. Il n'y a rien que t'apprécies chez Johnny Ce que C'est j'aime. à la limite sa carrière d'acteur. Vengeance de Johnny Ah oui, c'est vrai, Vengeance. Vengeance de Johnny To. Juste pour avoir Johnny Hallyday et Anthony Wong dans le même Alors qu'à la plan. base, ça aurait dû être Delon. Ouais, mais Delon, c'est un con. Mais Delon. C'était un con. Ouais, c'était un con. Oui. Voilà. Ah, lui, il est mort, tu t'en rappelles. Ce fut un con. Donc voilà. Donc, on David n'a rien perdu. Je pense que Johnny était quand même, à mon avis, plus sympa. Ouais. David Lansky. Ah Ouais, oui David Lansky. Ouais. David Lansky. Un remake, c'est un remake qu'il faudrait Oui. faire avec Lelouch. Ah putain, mais oui, David Lansky, c'est Faudrait vrai. faire un Mais c'est oui. à la bonne époque où t'es fait, il y avait aussi une autre série. Il y avait Fabio Montale avec Delon, il y avait David aussi une Lansky. série avec un flic vietnamien. Oui, il y avait le. Ah oui. le Saigon sur scène, tout ça. là. le chinois, c'est comme ça qu'il était surnommé. Oui, je crois. mais je sais pas si c'était le nom de la série. Van Nock. Van Lock, voilà. Qui était bien réac. Qui était bien C'était l'époque réac. de Commissaire Moulin, elle tout était- ça. Ouais, Commissaire Moulin. Ah, Ouais. Régnier. Le Régnier qui est mort Rick aussi. Hunter français. Oui, Ouais. exactement. Faudrait qu'on fasse un jour une émission spéciale flic de droite à la télévision dans les années 80. Ah bah alors Là, là, c'est il y aura bien de quoi faire. pointu. Non, c'est bien pointu. Bien mais pointu, Je bien note, pointu, je note. bien pointu. Ron, c'est ta pétence que tu as. Tout oui, part de parce parole que- de flic. Ah bah oui. Un grand fan Tout de part parole. d'Alain Delon, voilà. Ah oui. Donc voilà. Une belle divagation. Belle divagation, nous ne parlerons pas de ça la semaine prochaine. Et nous allons passer à la section critique de cette émission et nous allons vous demander de vous casser de notre nuage. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était The Rolling Stones avec Get Off My Cloud. Car de Cloud, il en est question donc dans Cloud de Akira ça commence, de Kiyoshi Kurosawa, donc qui est sorti la semaine dernière, précédé la semaine d'avant, donc de Shime, un moyen métrage de 45 minutes. Apparemment, tout le monde prononce mal le titre. Cloud. Non, Shime. Shim. Apparemment, les gens disent une place pour Chimé. Chimé, on pourrait dire. Comme si c'était de Chimé. bière belge, comme si c'était de la bière belge. Mais- quoi, tu vois. Ouais, pas de marque à l'antenne. Heineken. Mais c'est bizarre, les gens non, apparemment les gens ont un peu galéré parce qu'en fait ils savent pas si c'est un nom anglais ou un nom japonais. Ah oui, Shim. Alors que c'est Shime, c'est le Shime en anglais, c'est ce qui veut dire les sirènes, si mes souvenirs sont bons. Du port d'Alexandrie chante encore la même mélodie. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, Sirène, là. Shim et Cloud, donc un moyen métrage de 45 minutes, Shim et Cloud, un long métrage de 2 heures pour le coup, qui nous sortent coup sur coup en France, avant donc un troisième qui sortira au début de l'été, qui est un remake d'un de ses films japonais, mais que là il fait avec Mathieu Amalric et Damien Bonnard. Donc deux films assez différents, mais quand même évidemment c'est Kurosawa, donc cohérent dans la forme. C'est un cinéaste, on n'a pas parlé de tous ces films ici, parce que le garçon est quand même très productif, mais on en parle assez régulièrement pour faire un genre de point d'étape sur sa carrière, de ce réalisateur qu'on a surtout connu en Occident à la fin des années 90 avec une doublette de films d'horreur qui font chier dans le ben, Cairo et Cure. Il a continué son petit bonhomme de chemin, on va dire, à la fois en œuvrant beaucoup dans le film de genre, mais pas forcément que le film d'horreur. Ça peut être le film policier, le film d'enquête, le film social aussi, où il va constamment, peu importe les genres qu'il investit, on va dire, ausculter La société. Disséquer la société japonaise. contemporaine et les ravages du néolibéralisme et du capitalisme. Et là Tokyo aussi, Sonata à ce titre est un Exactement. film absolument bouleversant. et là aussi, ça ne manque pas. On va commencer du coup par le plus court et par l'ordre chronologique, donc par Shimei. Donc son moyen métrage où un professeur de cuisine a un jour un de ses étudiants qui lui dit qu'il entend des voix et que son cerveau est à moitié robotique. Évidemment, là, ça va partir en sucette et après, d'autres élèves vont se mettre à faire un peu n'importe quoi. Donc, frange, on va dire, de film d'horreur de Kurosawa, exercice de style, vraiment très court et très étonnant parce que souvent, dans les moyens-métrages ou les courts-métrages, on va tomber sur une chute, ce qu'il n'y a pas là, mais ça va refonctionner sur des mécanismes d'horreur et de paranoïa qui fonctionnent très bien. Il y a vraiment des trucs qui, en termes de terreur, je trouve, fonctionnent tout à fait. Ce qui n'est pas cool pour moi, mais qui fonctionne très bien pour les autres. Thibaut. Oui, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, à contrario du second que je trouve un peu plus bancal, mais si on peut faire un rapprochement entre les deux sorties, c'est vraiment ce qui se passe au niveau du mélange des genres, et je trouve que dans Shime, le Kiyoshi Kurosawa, autant dans le
Dans Cloud, je trouve que c'est ultra bancal. Ici, je trouve que c'est ultra maîtrisé. De toute façon, le film est ultra maîtrisé dès son premier plan, un plan très opératique sur ce cours de cuisine avec on a l'impression quasi d'une gestion de la caméra et des mouvements de caméra quasi par ordinateur. Voilà, ça, le cadre est au millimètre près. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est justement ce côté expérimental, le côté... Il y a un début sans être un début, parce qu'en fait, le cours de cuisine, on ne sait pas si c'est le premier, peut-être qu'il y en a eu antérieurement, et puis cette fin qui n'est pas une fin. Mais en tout cas, je trouve que la gestion de ce côté fantastique ou science-fiction, on ne sait pas trop, parce que voilà, on s'est dit, est-ce que le mec est celui qui est sujet aux voix, est-ce que c'est un demi-robot, est-ce qu'il a une IA, est-ce qu'il est zinzin, est-ce qu'il y a une IA, son destin dans le film nous laisse quand même croire qu'il est fait de chair et de sang. Oui, mais il y a un petit côté là, il y a vraiment en effet. Je l'avais pas vu venir en plus. Il y a des pulsions purement horrifiques, purement graphiques d'ultra violence qui sont délirantes, et moi je trouve qu'il y a un petit côté bouffon également. Un petit peu de comédie, un petit peu de comédie bouffonne où voilà, je trouve que on disait que voilà, Kiyoshi Kurosawa, grand disséqueur de la société japonaise contemporaine, c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est vraiment ce qu'il est. Et je trouve qu'en fait, avec ces trois articulations de genre, je trouve que le projet social en fait est absolument réussi, parce que au-delà des exercices de la sensation de peur qui procure chez le spectateur, du moins d'angoisse, qui procure chez le spectateur, il y a bien entendu un terreau politique ultra fertile, avec, je pense notamment à ces scènes qui sont quasi horrifiques, ces scènes d'entretien d'embauche, qui sont cliniques, qui sont glaciales, qui sont raides comme la justice. On sait pas trop, enfin on sait très bien où il veut en venir, mais on a mal en fait pour ce cuistot, ce prof de cuisine qui veut essayer de remonter un business, d'être entre guillemets un vrai cuisinier. En fait, de prendre l'ascenseur social, en fait, d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur social et ne plus être un prof pour jeunes et moins jeunes, enfin un prof pour monsieur et madame tout le monde en fait, qui veut apprendre à cuisiner correctement. Et en fait, tu vois que le malaise, en fait, tu sens le malaise de cette réussite sociale qui lui sera impossible. Et du coup, il va commencer, sans trop divulgacher, mais il va quand même un petit peu péter un plomb. On va dire ça comme ça. Mais il y a une gestion du cadre qui est délirante. Le son est formidable. C'est absolument formidable. Et il y a un jeu de reflets de la lumière qui passe, les trains, le train qui passe également. T'as une espèce de projection mentale. Tu rentres clairement. Et le flux constant de la société. Et tu rentres en fait dans la tête des personnages qui, par la force des choses, vont devenir complètement tarés, parce qu'on ne sait pas trop où ils se placent, même eux-mêmes ne savent pas trop où ils se placent. Leur cerveau en fait est toujours divisé entre plusieurs sentiments, plusieurs activités, plusieurs projets. Donc je trouve qu'en 45 minutes, Kiyoshi Kurosawa réussit son pari, et au final, voir ça me déplaît pas moi de voir des moyens métrages comme ça, absolument maîtrisés. Margot. Oui, en fait, j'ai trouvé très intéressant le fait que ça se passe dans une cuisine, parce que je sais pas trop comment ça se passe au Japon, mais déjà en France, quand on est chef cuistot, il y a tout un rythme à suivre. Il y a énormément d'exigences. C'est un milieu qui est très très difficile. Donc j'imagine qu'au Japon, ça doit être approximativement la même chose. Et en fait, c'est des métiers qui, par essence, sont très aliénants. Et on sent que lui-même, il est complètement aliéné par ça. Il est complètement déconnecté de tout. Moi, je trouve que le rapport avec la famille aussi, il est intéressant. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très curieux avec sa femme, où il se parle plus ou très peu. Le fait qu'elle ressorte les canettes de poubelle inlassablement. Des centaines de canettes. Mais c'est ça, et il y a petite critique du consumérisme, entre toutes petites parenthèses. Et le fait qu'elle aussi, elle est complètement prise dans ce truc où elle refait tout le temps les mêmes choses. Et
C'est comme bosser à la chaîne, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une absence de plaisir partout, en fait, que ce soit dans le foyer, que ce soit au travail. Même, c'est souligné dès le début, où il y a un des apprentis qui dit oui, mais moi, je suis venu pour me détendre et je me détends pas. Et je crois que c'est celui, justement, qui pète un peu les plombs. Et c'est assez choquant. Après, la fin est assez frustrante, je trouve. Effectivement, 45 minutes, ça passe vite. Et on a un peu ce truc de « Ah, ça y est, c'est fini ». Et peut-être que ça crée en même temps quelque chose d'autant plus choquant, vu que la fin est très, très brute. C'est un peu comme un film d'épouvante, mais qui serait fait par les Monty Python, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chute, quoi. Ouais, c'est ça. Docteur. Ouais, bah moi c'est vrai que moi je l'ai pris vraiment comme une espèce d'exercice de style. Surtout, moi j'ai vraiment pensé à Cairo, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté film pré-apocalyptique. C'est-à-dire il prend le moment en fait où la folie gagne collectivement, ou alors c'est une espèce une version japonaise de l'entre de la folie, quoi, Oui. tu vois. C'est-à-dire qu'il y a La contamination progressive. Ouais, sauf qu'on n'arrive pas à ça, sauf qu'on sait pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire c'est-à-dire que il y a l'histoire de la sirène, quoi. C'est-à-dire que on entend une sirène et quand on entend une espèce de bourdonnement, finalement, une espèce de sonnerie, quoi, qui est un peu sourde. Et à partir du moment où on l'entend, a priori, ça signifie qu'on est pris dans une espèce de délire où on n'est plus responsable de ses actes, sauf qu'on comprend pas bien exactement. Enfin, il laisse très, très ouvert, quoi. C'est-à-dire qu'il nous explique pas du tout pourquoi est-ce qu'il y a cette sonnerie, qui c'est qui l'envoie, pour quel but, voilà. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est les effets, c'est-à-dire vraiment le sentiment que le monde est en train de s'écrouler, en fait, par petits bouts, en fait, autour du personnage, sans violence, mais vraiment de manière... Il y a de la violence, quand même. Oui, non, mais sans violence, je veux dire, sans que ça soit une grosse apocalypse zombie, Oui. quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau intime, en fait, tout se délite, en fait, et moi, il y a effectivement il y a cette idée de bon, ça c'est toujours, voilà, c'est très curieux à savoir, hein, l'idée que le fantastique est toujours une métaphore de quelque chose de quelque chose par rapport à la société japonaise. Et là, c'est vraiment le sentiment de vide existentiel profond, quoi, que moi j'ai ressenti, quoi, c'est-à-dire des personnages qui font à bouffer, mais font à bouffer de la bouffe française, alors que le Japon, c'est un peu le pays de la bouffe, hein, quand même. Hein. Le Japon, c'est un pays de gastronomie la France, alors, traditionnelle. on est comme le pays des 400 fromages. Ouais, mais voilà. Et donc, ça veut dire qu'il apprend en fait à des gens à se la raconter, en fait. Il apprend pas à des gens à faire à manger, en fait. Il apprend à des gens à se la raconter sur le plan social. Sauf que du coup, ces gens à qui il apprend la bouffe française sont toujours plus mieux que lui quelque part. Ou en tout cas, s'ils arrivent pas à utiliser cette compétence-là, ce talent inutile finalement pour se faire reluire dans les soirées bourgeoises, ils en sont très malheureux. Et c'est ce qui arrive aux petits jeunes dont on sent bien que lui, il est vraiment beaucoup plus opprimé. Ouais, puis solitaire et voilà, il est toujours isolé dans le cadre. Mais toutes les jeunes mères de famille qui sont là, enfin, on sent bien que c'est pour épater les gens. C'est pas pour faire à manger, en fait, c'est pas pour apprendre à cuire des côtes de porc, quoi. C'est pour pouvoir se la raconter. Et French cuisine. Ouais, il y a cette idée, voilà, justement, d'une espèce de volonté, de désir d'ascension sociale, mais d'ascension sociale qui vise, enfin, je veux dire, qui se fait en gommant justement les spécificités locales et notamment la gastronomie japonaise qui est à mon avis tout aussi fine et tout aussi sophistiquée que la gastronomie française. Donc il y a vraiment ce truc, et puis tout le truc effectivement avec les bouteilles, enfin avec les canettes. Alors moi je sais pas si elle les récupère ou si c'est à chaque fois des nouvelles canettes. Moi j'avoue que je suis pas trop, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'elle faut la jaille quand même. Oui, parce que ça veut dire que, alors déjà du coup ça veut dire qu'il y a un temps vachement long qui se passe entre les différentes scènes familiales, parce que c'est des centaines de canettes, et en supposant qu'ils boivent 2-3 bières par soirée, enfin plus le soda, mais bon, ça fait quand même voilà, beaucoup. Plus le soda, ça fait quand même beaucoup, quoi. Et pareil, le fils avec son espèce de son idée de business, de collègue de la fac qui veut monter un business, qui est un truc qu'on retrouvera d'ailleurs dans Cloud. On retrouvera dans Cloud, c'est l'idée de et on sent bien qu'en arrière-plan, il y a cette putain de société japonaise où tu n'es rien si tu réussis pas socialement, quoi. Où tu n'existes pas et où tu deviens malheureux comme une pierre. Et le héros, comme les personnages secondaires, sont tous pris par ce truc-là. Et la sirène, du coup, on peut se demander si la sirène, c'est pas justement cette espèce d'illusion de promotion sociale qui fait qui permet en fait de dominer, de faire des chaînes de domination en fait à l'intérieur de la société, qui fait que tout le monde se sent être une merde
et a peur de devenir un loser. Enfin voilà. Après, je pense que Kurosawa a suffisamment ouvre suffisamment son film, et c'est pour ça que j'ai bien aimé la fin. C'est que la fin, vraiment, quand il rentre chez lui, je me demande vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Pourquoi sa famille a disparu? Pourquoi tout d'un coup, quand il sort, on a l'impression qu'il n'y a plus personne dans la rue, mais il y a quand même un peu du monde dans la rue. Enfin voilà, il y a plein et un design sonore complètement dingue dans les derniers quarts d'heure, quoi. Il y a un beau hors-champ à l'avant et à la fin du film. C'est pour ça que je trouve que le film mystérieux. C'est pour ça que je trouve que le film est réussi, et au final il se tient, parce qu'en fait l'heure et demie ou les 2 heures de film, en fait, tu te les fais dans ta tête, et je trouve que l'exercice est profitable, du moins pour le spectateur, en termes de vision fantastique. Ouais, mais même de portée intellectuelle, en fait. Voilà. Ou au moins de stimulation intellectuelle. Voilà. Et donc on parlait de se sentir comme une merde, c'est aussi ce qu'on trouve dans Cloud, donc son long métrage sorti la même année, donc là pour le coup film de 2 heures, donc beaucoup plus dense, sur un jeune homme qui est revendeur de produits en masse sur internet, qu'il achète qui spécule en fait. Voilà, donc qui spécule parfois sur les contrefaçons, parfois non, il le sait pas vraiment, mais en même temps il s'en fout. Il est arrivé à un peu à avoir un genre d'accession à la propriété, on va dire, en achetant une maison à la campagne. Évidemment, ça va partir en sucette pour des raisons diverses et variées, sur des gens qui sont jaloux, qui ne sont pas contents de ces reventes et qui vont s'associer pour essayer de lui foutre la misère. Donc film clairement divisé en 2. Première heure, on est sur un truc presque clinique, justement, sur les méthodes de revente, sur son travail, sur comment est-ce qu'il voit son business, ses relations avec sa femme, et deuxième partie qui partirait dans un truc beaucoup plus fantasque et beaucoup plus violent, à base de règlement de compte, beaucoup plus film de genre, en fait. Voilà, beaucoup plus série B quelque part, et de gun dans la face. Donc le film assez étonnant, assez déséquilibré, je trouve, entre les deux parties, mais il y a, je trouve, un fonctionnement, en fait, un glissement qui s'opère assez bien. Docteur, rapidement. Oui et non, parce que je trouve que en fait, il y a un truc le point commun qui réunit les deux parties, outre les personnages principaux, c'est l'idée de la méthode. L'idée d'être méthodique, en fait. Et le personnage est méthodique dans l'escroquerie, et puis dans la première partie, il apprend, en fait, à un jeune disciple à être méthodique dans l'escroquerie, et dans la deuxième partie, le rapport s'inverse. C'est le jeune disciple qui devient, lui, méthodique dans le crime, et qui apprend à l'autre à devenir un assassin. Et là aussi, je pense qu'il y a, là, moi, je le trouve peut-être encore plus violent sur le plan du constat social. C'est-à-dire que pendant toute la première heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film avec un personnage qui est vraiment un connard, quoi. Qui est vraiment désagréable. Qui est vraiment antipathique, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment zéro. Et jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, oui, on a zéro empathie pour lui. C'est-à-dire c'est vraiment une raclure de merde. Il pense qu'au pognon. Il pense qu'à justement obtenir de l'argent en escroquant les autres, en plus, en arnaquant les autres, donc en dominant les autres par l'argent. Et le truc finit par se retourner contre lui, mais on va dire avec une bifurcation narrative assez surprenante. C'est-à-dire que moi, je m'attendais vraiment... Moi, c'est marrant, parce que moi, je savais pas du tout de quoi traiter le film. Donc moi, je m'attendais à ce que ça devienne du fantastique. Je dis, une maison près d'un lac, dans les bois. Je me suis dit, il va y avoir des fantômes, il va y avoir des machins. Surtout qu'il y a plein de plans qui préparent un peu à ça, avec des silhouettes dans un bus, des reflets, derrière, des reflets. Des gens derrière une fenêtre. Voilà, des gens derrière une fenêtre, des voisins qui ont l'air... Des masques. Ouais, voilà, des voisins qui ont l'air qui balancent des pièces de moteur à travers une fenêtre. Enfin, tu vois, une espèce de menace sourde. Alors, je me disais, j'hésitais entre Chien de paille et... Ouais, voilà, c'est entre Chien de paille et le film de fantômes. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça devient escape game, mais littéralement, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le personnage, on va trop révéler ce qui se passe, mais en fait, le personnage se retrouve dans une situation problématique. Et surtout, le truc, c'est que finalement, toute la première heure finit par, moi, je trouve, fonctionne à rebours. C'est-à-dire que pendant la première heure, je me suis dit, c'est un peu lent, ça pourrait être un peu moins, tu vois, en une demi-heure, ça pourrait être bouclé. Et en même temps, en voyant la deuxième heure, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, je comprends ce qu'il essaye de faire. C'est-à-dire qu'en fait, il monte tout son... Pareil, Kurosawa est très méthodique, il monte tout son espèce de truc pour arriver à nous faire comprendre comment ce personnage va être détesté par l'intégralité des gens que tu vois dans le film. Et comme le film, dès le départ, il y a un truc, c'est la paranoïa. C'est le fait qu'on peut faire confiance à personne. En fait, il n'arrête pas de virer les gens parce qu'il leur fait pas confiance. Voilà. Et en fait, dans la deuxième partie... Même sa femme. Dans la deuxième partie, ça devient littéral. C'est-à-dire qu'il peut vraiment pas faire confiance aux gens. Et effectivement, tout le monde, et du coup, nous, sous ces personnages qui sont à la fois victimes et bourreaux,
Voilà, il y a une espèce de renversement perpétuel des rôles comme ça, qui est assez et de l'empathie d'ailleurs. Elle a une circulation de l'empathie qui est assez curieuse à l'intérieur du film. Margot. Oui, moi je suis très partagée au niveau du film, dans le sens où il y a certaines choses que j'ai trouvées très intéressantes. Encore une fois, je trouve qu'on retrouve dans les deux films une notion d'enfermement qui est assez forte, assez intense. Les décors sont presque vides. Il n'y a pas beaucoup de personnages, on est très peu en extérieur. Ce que je trouve assez pertinent, c'est qu'il y a cette maison qui est très belle, qui est très grande, qui est à côté d'un lac. Le lac, on le voit très peu, la forêt non plus. Et la maison, on voit 2 pièces de toute cette maison. Et en fait, il y a un peu ce truc presque ridicule de se dire mais en fait, il s'est acheté une grosse baraque, mais... à l'occidental, en plus. Elle lui sert qui est une baraque à l'occidental. Elle lui sert strictement à rien, à part à stocker ses cartons. Donc même le petit profit qu'il pourrait avoir un court instant, il est assez balayé rapidement. Donc moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a un truc avec les horloges aussi, où il y a vraiment la même heure qui est indiquée tout le temps. Et donc ça renforce... 10h20, je crois que c'est ça. 10h20 quasiment tout le temps. Peut-être c'est Même possible. Mais du coup, ça crée un truc où on sent qu'il est complètement enfermé. Il n'a pas de proches, il n'a pas d'amis, ou alors il en a un, mais dont il s'éloigne très rapidement. Moi, ce qui m'a un peu plus perturbée, c'est surtout sa copine, le personnage féminin. Ouais, le personnage féminin est pas très bien caractérisé pour le coup. Hein. C'est vraiment son point faible. C'est vraiment ce qui m'a perturbée. Et en plus, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est fait pour quelque part en rajouter une couche de le gars est tout seul et même sa copine, elle sert à rien. Pour moi, tous les personnages autour de lui sont quelque part des caricatures de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a l'ouvrier, tu vois, blessé dans son orgueil de prolétaire. Il y a le pote geek qui réussit moins bien. Il y a le loser. Et elle, moi, je trouve qu'elle a ce truc-là. C'est-à-dire que moi, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on voit les personnages comme lui les voit, c'est-à-dire comme des types, comme des espèces d'archétypes sans âme et envers lesquels finalement on ne ressent rien du tout. C'est ça, et dont il se sert, et c'est un peu ça qui m'a questionné, c'est à quel point c'est volontaire ou pas de la part du réalisateur. Donc ça m'a pas mal questionné. Et globalement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines longueurs. Je trouve sur les 2 heures, il y a peut-être une demi-heure qu'on pourrait facilement enlever. Moi, c'est plutôt ça qui m'a un petit peu... Sur le rythme. Ouais, parce que en fait, la première partie est assez intéressante. Moi, j'aime bien le fait que tout se mette en place au fur et à mesure, qu'on voit qu'effectivement, il est très méthodique et en même temps, il fait des erreurs de débutant. C'est assez curieux parce que il se protège pas assez, dans le sens où il arnaque les gens sur Internet et il va voir les flics. Et donc, il y a des petites choses comme ça où c'est qui ont l'air corrompus jusqu'aux yeux. C'est ça. Donc, en fait, il y a vraiment un mélange où, à la fois, c'est assez sérieux et en même temps, parfois, ça part presque sur de l'absurde, j'ai trouvé. Et il y a vraiment ces 2 tons qui sont un petit peu tout le temps présents, je trouve. C'est juste. Mais lui n'a pas l'impression de faire quelque chose d'illégal. Moi, c'est ça qui m'a un peu étonné dans le film aussi, c'est que le type, normalement, c'est interdit par la loi. Enfin, je sais pas, en France, j'imagine que tu n'as pas le droit de spéculer comme ça sur les billets. Enfin, tu le fais, mais tu n'es pas censé le faire. Non, c'est pas bien. Enfin, tu vois, c'est pas bien. Non, alors que là, moi, j'ai le sentiment qu'il est validé par la société japonaise autour de lui. C'est-à-dire que... Parce qu'il a réussi. C'est-à-dire que si ça marche, en fait, peu importe, en fait, si jamais il arrive à monter socialement... En fait, ça marche parce qu'il est prisonnier en fait de cette notion de capitalisme numérique. Donc du coup, vu que ça marche, il va y aller parce que quand on lui propose légalement d'accéder à l'ascenseur social, il refuse. Pire même, il pourrait rester là. Parce qu'il méprise le boulot qu'il fait en usine. Il quitte la chose. Donc voilà, je trouve que cette première heure-là, je trouve qu'elle fonctionne vraiment très bien. Alors même si c'est un peu long, c'est vraiment l'heure que j'ai préféré parce que ça distille des petites notions d'angoisse. Voilà, il y a les personnes dans la rue, il y a un moment, il y a ce rat ou cette musaraigne, enfin ce petit rongeur dans le papier journal, on ne sait pas trop. Il y a des petits indices d'ici de là qui arrivent. Je suis d'accord avec toi, Margot, sur le personnage féminin. Alors que elle est sympathique, enfin du moins tu as de l'empathie pour elle, elle essaye, voilà, elle est contente de construire une vie de couple dans un même foyer, de construire un foyer en fait, littéralement. Et en fait, lui, il s'en bat les reins. Donc voilà, première partie qui ressemble à Shime dans le côté
dans ce côté vraiment clinique avec des effets ultra maîtrisés. Et je trouve que quand ça part, mais c'est aussi la force c'est peut-être là, c'est la force et la faiblesse, mais quand ça part dans la bouffonnerie série B à la fin, enfin bouffonnerie, je mets ça entre guillemets, mais c'était pour rebondir sur le premier film, je trouve que ça fait trop série B du coup. Alors que la première partie est tellement maîtrisée, froide. Non, mais la deuxième, moi je trouve que la deuxième, alors, le design sonore de la deuxième est très maîtrisé également. Les bruits d'impact de balles sont. Enfin, moi j'ai trouvé que tout le design sonore est dingue dans la deuxième partie. J'ai trouvé ça, oui. Il y a vraiment ce côté méthodique, comment sortir d'un entrepôt. Voilà. Et comment est-ce qu'on sort d'un entrepôt. Je trouve que je trouvais le côté un peu clownesque. Alors, Kurosawa maîtrise son art cinématographique, donc est-ce qu'il a fait exprès? Bien entendu qu'il l'a fait exprès. Mais là, je trouve que ça s'étire un petit peu trop. Peut-être qu'il aurait fallu faire 2 moyens métrages, comme ça on aurait fait 3 moyens métrages dans cette émission. Tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu au Cinoche. Non, je l'ai pas vu au Cinoche. Au Cinoche, moi j'ai trouvé que ça marchait bien, la deuxième partie. Moi, ça m'a surpris en fait. Je m'attendais pas à ce que ça bifurque comme ça en fait. Moi non plus. Moi, je m'attendais à un home. Alors quand il rentre dans la maison, moi je m'attends à un home invasion avec les gens qui sont pas contents et puis ils se balancent des fausses kermesse sur la tronche. Voilà, mais tu sais que Kurosawa il va pas faire ça dans tous les cas. Ouais. Donc alors pareil, c'est un film. Est-ce que c'est un bon film par rapport à ce que j'ai vu de Kurosawa? Je trouve qu'il est mineur, mais par contre c'est toujours intéressant de disséquer la cinématographie de cet auteur-là. Margot, pour finir. Oui, en fait, moi c'est surtout par rapport à l'horreur où j'ai été un peu décontenancée, on va dire. Dans le sens où, pareil, j'arrive pas à savoir à quel point il est sérieux ou à quel point il se moque un petit peu de son public. Ouais, parce que le film n'est pas vraiment terrifiant non plus. Non, c'est ça. Et surtout, c'est des codes de l'horreur qui sont très attendus, qui sont très classiques. Et en même temps, c'est très vite désamorcé vis-à-vis du regard du personnage principal qui a un peu ce truc de « Ah, j'ai très peur ». Et puis après, ça retombe tout de suite. Et même nous, en tant que spectateurs, on a un peu ce truc de... oui, t'as escroqué des gens, qu'il y a des gens qui vont... c'est un jeu sur les genres, en fait, qui désamorce très vite. C'est ça. Donc, ça m'a un peu perturbée et en même temps, j'ai trouvé ça assez intéressant quelque part. Ouais, c'est le sentiment, moi, vraiment, d'une espèce de truc un peu pas sans rire, en fait. C'est vrai qu'il y a une question de distance. Sarcastique. Il y a une question de distance, effectivement. Tu sais pas trop à quoi t'en tenir, quoi, en fait. Mais moi, j'ai toujours eu un peu ce sentiment-là avec Kurosawa, ce qui fait que c'est un cinéaste peut-être qui est un peu moins évident... tu vois, de rentrer dedans, ou en tout cas d'être enthousiaste sur lui, parce qu'en fait, il est toujours entre deux eaux, entre deux genres, entre deux ambiances, et tu sais jamais trop sur quel pied danser. Tu te questionnes vraiment sur tu parlais d'empathie, ouais, c'est vrai que tu te questionnes vraiment sur l'humanité des personnages, du moins dans ce double diptyque, parce que là, ils sont ce diptyque, pardon, oui, en effet. Là, ils sont sinistres, les deux, c'est des connards. Donc tu te questionnes autour de leur humanité, donc c'est pour ça que peut-être que ça met une distance et que tu as du mal en tant que spectateur à rentrer, alors que bien évidemment, je pense que c'est un des enjeux de ce double programme. Peut-être que c'est plus parlant quand on est japonais. Parce que quand tu regardes par exemple Tokyo Sonata, quand tu regardes Tokyo Sonata, direct, tu as de l'empathie pour tout le monde, tellement le film est absolument bouleversant. Ici, ça fait film industriel, comme la blanchisserie, non, où il bosse. La blanchisserie où il bosse, là, tu mets des fringues. Et puis ça part sur le rouleau. Et ben là, en tant que spectateur, c'est pareil, tu pars sur le rouleau et tu sais pas trop à quoi t'en tenir. Donc Chaim et Claude de Kiyoshi Kurosawa, encore dans vos salles. Nous allons passer à toute autre chose avec l'envie de sauver le monde. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Los Gusanos avec I Love to Save the World, reprise de 10 Years After, qui avait été aussi reprise par les Ramones. Donc voilà, parce que donc de sauver le monde, il en est question dans Sauf qui peut, documentaire de Alex Poukine dans les salles depuis la semaine dernière, qui, contrairement à ce que je dis justement la semaine dernière, n'est pas du tout sur l'hôpital public en France, mais c'est quand même dans les hôpitaux, mais en Belgique et en Suisse. En fait, c'est pour ça, au début, je me dis, c'est bizarre, ils ont quand même un gros accent. Ils ont un accent étrange. Oui, ils ont un accent étrange, c'est peut-être Lille, et non pas du tout. Donc en fait, sur c'est même pas des expérimentations, sur des ateliers en fait qui sont mis en place à destination des internes, peut-être que ça existe en France aussi, mais là en l'occurrence en Belgique et en Suisse, où les internes sont mis en situation avec des patients qui sont des comédiens, pour que les internes apprennent à réagir à différentes situations, parce qu'on sait annonce de cancer, mort de proches de décès, des patients qui ont différentes pathologies, et donc les comédiens ont
ont des scripts, en tout cas ils ont des bases et ils doivent réagir et voir un petit peu justement comment est-ce que les internes chacun réagissent et après faire un genre de feedback pour voir un peu les choses à améliorer, les choses qu'il faut retravailler, pas dans les connaissances mais dans la relation avec les patients. Et donc on voit à la fois ces scènes d'entraînement entre les comédiens et les internes, mais aussi comment est-ce que les comédiens travaillent toutes ces scènes-là, comment est-ce qu'ils vont réussir à gérer des émotions, à créer des scénarios, à créer des scripts. Et tous les comédiens, enfin beaucoup de comédiens sont des comédiens qui sont amateurs ou bien bénévoles. Il y a, ça va de jeunes qui ont genre 18 ans, qui veulent s'entraîner à faire de l'actorat, à faire du théâtre, et des gens qui sont plus vieux, qui sont en retraite, dont certains sont d'anciens praticiens de médecine aussi, et dont les méthodes ont évidemment changé, on va dire, entre les années 60 ou bien 70 et l'année 2024. Et donc de voir un petit peu comment est-ce que tout ça se crée. Donc on aurait un double discours à la fois sur la question de l'hôpital public de manière générale en Occident, on va dire, et comment ça fonctionne, et quel rapport les internes ont face à la question de la maladie et face à la mort, et comment est-ce qu'on peut réagir à ça de manière humaine, tout en étant professionnel dans un cadre médical, qui, on le sait de toute façon, que ce soit en France ou ailleurs, en tout cas pour l'hôpital public, va de plus en plus mal, de moins en moins de moyens, des gardes qui ne sont pas remplacés, des horaires qui sont absolument indécents et extrêmement fatigants, la question des burn-out, comment est-ce que le corps médical, mais le corps physique, réagit en fait à la peine des patients et à la pénibilité de leur travail. Et on aura aussi l'autre côté, du coup, comment est-ce que le travail d'acteur s'opère aussi dans des ateliers qu'ils font eux-mêmes, comment est-ce qu'ils arrivent à créer une relation actorale au sein de cette troupe, et comment est-ce que ça va rejaillir en fait dans leur métier, dans leur activité justement, et dans les rapports qu'ils auront avec les internes. Donc c'est un dispositif qui est assez simple en termes formels et qui pourtant devient assez vertigineux quand la metteuse en scène met justement en rapport les comédiens avec les internes. Donc c'est un très beau film parce qu'il y a énormément de choses qui se disent évidemment sur le corps médical moderne et sur la question de l'acteur aussi, et qui sur 1h30 de film à peine traite en fait énormément de questionnements et énormément de problématiques contemporaines, on va dire, notamment, donc, je le disais, surtout sur la question de la pénibilité et de la peine qu'il peut y avoir à exercer ce noble métier, donc d'interne en médecine, ou en tout cas de médecin dans un hôpital public, puisqu'il y a notamment un de leurs professeurs qui revient assez régulièrement sur le fait de devoir s'appuyer sur ses collègues à défaut de pouvoir s'appuyer sur sa hiérarchie, parce qu'ils vont de toute façon constamment au cours de leur carrière, et notamment dans l'hôpital, voir des choses terribles et des choses horribles, et de pouvoir s'appuyer en fait sur les collègues, parce qu'ils parlent assez régulièrement de cas d'internes qui se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la pression de la détresse des patients, et eux-mêmes d'avoir autant d'heures de garde, de travail à faire quand tu es à plus de 50 heures par semaine, quand tu enchaînes des nuits et des journées entières. On sait évidemment que c'est extrêmement compliqué. Donc c'est un peu un film de genre de service public porn, mais qui est toujours salutaire, parce que clairement à l'heure où l'hôpital qui montre que c'est pas si simple et que c'est pas juste des feignasses qui passent leur temps à se mettre en arrêt maladie. Exactement, c'est parce ça. parce qu'ils aiment pas, parce qu'en France on n'aime pas travailler, quoi, tu vois, ou en Suisse ou en Belgique. Oui, c'est ça exactement. C'est que de toute façon ça vient toujours de chaînes de commandement qui sont même pas forcément celles de l'hôpital, mais qui sont des directives gouvernementales qui font que de toute façon, qui vont contre. Oui, c'est ça, qui, comme dans l'éducation, passent leur temps à rendre volontairement les services inefficaces pour pouvoir justifier de futures privatisations dans les années à venir, puisque et des coûts budgétaires, parce que ça ne marche pas. Donc ça c'est le grand truc depuis 30 ans. Les trois domaines qui résistent pour l'instant en France, c'est la culture, l'hôpital et l'école. Et ces trois domaines, l'armée. Et ces trois domaines-là, oui, mais l'armée sera jamais privatisée parce que c'est le président qui dirige. Mais par contre, contrairement aux États-Unis, où l'armée est plus autonome. Mais par contre, le truc, c'est que les mecs rêvent, les libéraux, ils rêvent de ça. D'ailleurs, t'écoutes bien, écoute les mecs des Républicains, écoute les macronistes, ils rêvent de privatiser l'hôpital, ils rêvent de privatiser l'éducation, ils rêvent de privatiser la culture, parce que c'est des mines d'or en fait qui ne sont pas explorées. Il y a des filons
de pognon qu'on pourrait retirer de tout ça, et ça les emmerde en fait, quoi. Ça les emmerde, donc ils tentent un coup avec la retraite, un coup en coupant les trucs, et le but du jeu c'est de rendre tout ça inefficace pour pouvoir dire après, bah voyez, c'est inefficace, donc il va bien falloir privatiser parce que ce sera plus efficace en privatisant. Exactement. Sauf qu'on sait très bien que ça marche pas. Donc, sauf qui peut de Alex Poukine encore dans vos salles. On va passer à Wes Anderson avec un petit extrait de Mr. Fox. They say our tree may never grow back, but one day something will. Yes, these crackles are made of synthetic goose, and these giblets come from artificial squab, and even these apples look fake. But at least they've got stars on them. I guess my point is, we'll eat tonight, and we'll eat together, and even in this not particularly flattering light, you are without a doubt the 5.5 most wonderful wild animals I've ever met in my life. So let's raise our boxes to our survival. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de Fantastic Mr. Fox, le meilleur film de Wes Anderson, qui a sorti les semaines passées son nouveau long métrage The Phoenician Scheme avec Benicio del Toro dans le rôle principal. Alors mon cher docteur, est-ce que Wes Anderson est-il en train de devenir le nouveau Tim Burton? Non. Non. Il n'en est pas encore là. Qu'on puisse ressentir de la lassitude face à Wes Anderson, étant donné qu'il creuse le même sillon depuis 20 ans, c'est tout à fait compréhensible. Mais comme certains artistes musicaux qui font toujours le même album depuis le début de leur carrière, les Ramones, voilà, on peut aussi trouver de l'appétence justement pour quelqu'un dont on sait finalement qu'on va se retrouver dans un petit cocon confortable et qu'on voit les variations. Voilà, et qu'on va pouvoir regarder les variations, exactement. Et son amour pour la musique classique, d'ailleurs, à mon avis, a beaucoup à voir, parce qu'il y a beaucoup de Stravinsky dans celui-là. Ça a beaucoup à voir, je pense, sa passion pour la musique classique a beaucoup à voir avec sa question de variation, justement, d'avoir de style qu'on va faire varier. Donc là, du coup, alors c'est un peu moins, le film est un petit peu moins rigide ou aride que l'était Asteroid City. Voilà, je trouve que le scénario est plus rigolo. Les dialogues sont plus rigolos. C'est plus un film d'aventure. C'est plus un film d'aventure. Oui et non. Oui et non. Enfin, c'est un peu l'effet que laissait penser à ce que c'est pensé à la bande-annonce. C'est moins un film, c'est quand même moins aventure que le Grand Budapest Hotel, mais il se passe quand même plus de trucs que dans Asteroid City. Voilà, en gros, pour dire un peu le machin. C'est plutôt, voilà, moi je trouve qu'il y a des trucs rigolos avec un Benicio del Toro qui joue le rôle, donc une espèce de croisement entre Citizen Kane et Howard Hughes, qui passe son temps à essayer apparemment tout le monde lui en veut parce que c'est un escroc, et tout le monde essaye de l'assassiner, et le gars a une capacité à la survie complètement incroyable. Et donc du coup, après avoir survécu à un dernier accident d'avion, il décide de léguer en fait toute sa fortune il a une fille et 9 fils, et il a une fille qui s'apprête à devenir bonne sœur, et il décide de lui léguer toute sa fortune. Mais pour ça, il faut qu'il monte le Phoenician Scheme, qui est une espèce de truc avec une histoire de barrage qui est complètement incompréhensible quand on regarde le film. Et il faut qu'ils trouvent du pognon, et donc ils vont voir des tas de personnages. Donc c'est des sketchs avec des galeries de personnages comme ça, où ils vont voir Mathieu Amalric dans une espèce de boui-boui arabisant à la Casablanca, Tom Hanks et Bryan Cranston avec une histoire de match de basket complètement débile, qui est super drôle, Scarlett Johansson voilà, en bras de chemise et short en jean, voilà, qui dirige une carrière, enfin qui est propriétaire d'une mine, enfin bon bref. Voilà, tout ça avec des rêves de paradis dans lesquels on trouve Bill Murray, Willem Dafoe et Charlotte Gainsbourg. Bon, voilà. Donc, si vous êtes amateur de Wes Anderson, moi j'ai trouvé que celui-là revenait un peu. Voilà, moi celui-là il m'a fait rire. Voilà. Asteroid City m'avait pas trop fait rire. Ce French Dispatch, déjà c'était un peu laborieux. Justement. Ouais, moi j'avais trouvé qu'il perdait un peu, il avait perdu un peu la niaque. Là j'ai trouvé qu'il revenait avec Roman Coppola. Je trouve qu'ils reviennent à un scénario plus fun, quelques scénaristes. Ouais, et des acteurs qui sont bien, qui sont contents de jouer, ce qu'on leur donne à jouer aussi. Il renouvelle un petit peu son cheptel d'acteurs aussi. Par contre, vous retrouverez le pastel, la symétrie, le côté millimétré, le côté pastel, le tweed,
voilà, les boîtes à chaussures, les goûts pour les petites maquettes et les petits objets. Mais voilà, mais moi j'ai trouvé plutôt sympa comme film. C'est pas forcément, faudrait que je le revoie. C'est pas forcément son meilleur, son plus grand film, mais on est plus du côté du Grand Budapest Hotel, je trouve, que du côté d'Asteroid City, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Merci docteur. Donc c'est The Phoenician Scheme de Wes Anderson encore dans les salles. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément Flores. Moi les coups de cœur, ça va être Romain Bardet qui arrête actuellement sa carrière de grand champion du vélo, du grand champion cycliste. Il court actuellement le Critérium du Dauphiné. Aujourd'hui mardi, c'était étape ville départ Brioude, sa ville natale. Magnifique, la boucle est bouclée. Bravo champion, tu m'auras quand même fait beaucoup rêver. Ça fait plus de 10 ans que Thibaut cite Romain Bardet, au moins une semaine sort de ici. Voilà. Énormément pas un palmarès à la hauteur de son talent, énormément de seconde place, mais c'est peut-être pour ça que c'est le plus grand, parce qu'il y a un petit côté romantique. C'est le Raymond Poulidor. Ah là là. Merci Margot. Enfoiré d'Alejandro Valverde. Voilà. Le Valverde. Voilà. Les connaisseurs, comme dans Commando. Les connaisseurs reconnaîtront. Comme dans Delta Force 2. Delta Force 2, exactement. Pardon, Margot. Pas de souci. Rien à voir. Du coup, j'ai revu Nymphomaniac, partie 1, parce que j'avais pas le temps pour partie 1 et partie 2. Ça fait 5 heures en tout quand même. Ça fait 5 heures, même 5h30, je crois. Et je m'en lasse pas. C'est un peu curieux de dire ça pour un Lars von Trier, mais c'est le genre de film où tu te dis c'est quoi ma scène préférée déjà ? Bah non, c'est tout le film en fait. Et voilà, c'est mon petit coup de cœur. Très bien, merci. Docteur. Voilà, moi ce sera beaucoup plus bas du front. Donc ça sera The Big Four de Timo Tchadjanto. Voilà, Timo Tchadjanto. Réalisateur de The Night Come For Us et de The Shadow Strike. Voilà, qui est donc une tentative de mélange de comédie bas du front et de films et de scènes de massacre méga gore. Je suis resté un peu interdit, mais je dois avouer que c'est vrai que des comme ça, j'en avais pas vu tous les jours. Voilà. Et des acteurs qui sont très très contents d'être là. Voilà, qui sont tous, tout le monde est à 10 000. Film qui promettrait une suite et qu'on n'a pas pourtant. Film qui aura une suite à un moment, je pense. Oui. Parce qu'il y a une super grosse méchante qui arrive à la fin avec un bandeau sur l'œil et tu te dis, elle a l'air badass, elle a l'air vache. Parce que là, Tchadjanto, il vient de finir Nobody 2. Et je crois qu'après il va faire la suite de The Beekeeper qui tourne bientôt là, et puis après il retourne en Indonésie. D'accord, ok. Voilà. Bon, en tout cas son association avec Netflix s'est révélée pas parfaite, mais plutôt fructueuse. Exactement. Plutôt fructueuse. Et il y a quand même quelques scènes assez rigolotes. Oui, j'ai trouvé. C'est bien rigolo, bien débile. C'est rigorlo. Voilà. Merci docteur. Moi ce sera deux choses. Donc j'en parlais tout à l'heure, revoir Les Aventuriers de l'Arche perdue au cinéma, c'était absolument merveilleux et formidable. J'ai pris autant de plaisir comme au premier jour. J'étais comme un enfant sur mon siège. Et dans un tout autre genre, j'ai revu aussi L'Avocat de la Terreur de Barbet Schroeder, consacré à maître Jacques Vergès. C'est toujours un immense documentaire sur cette personnalité incroyablement fascinante. Il faudra qu'on fasse une spéciale Barbet Schroeder, parce que moi c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Alors, spécial Barbet Schroeder, spécial polar français télévisuel années 90. Pour l'année prochaine, il y a de quoi faire. Mais Barbet Schroeder, moi j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Exactement, il y a eu une rétro à La Rochelle il y a une dizaine d'années. J'ai l'occasion de revoir Kiss of Death, Jeune fille recherche appartement et autres joyeusetés. Donc voilà, plus des documentaires super bien. Voilà. Donc L'Avocat de la Terreur, c'est absolument formidable. Maître Vergès, est-ce qu'on peut dire que vous nous manquez un peu quand même? Voilà. Trouble personnage aussi. Oui, fascinant personnage. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Margot, la mise en son de cette émission. Merci messieurs. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.